Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le lieu de racine d'un système en boucle fermée. Donc ici, nous avons un système en boucle fermée et on va voir comment tracer le lieu de racine de ce système. On va commencer par une introduction. Après, on va voir les étapes permettant de tracer la courbe du lieu des racines. Dans la troisième partie, on va discuter la courbe trouvée et à la fin, on va faire la simulation par le logiciel similaire de MATLAB des différents cas trouvés. Si nous avons un système en boucle fermée de cette façon, la fonction de transfert de ce système égale à, ça veut dire la fonction de transfert en boucle fermée, égale à la chaîne directe qui est K fois GS, divisé par 1 plus la fonction de transfert du système en boucle ouverte, qui est K fois GS multiplié par le retour qui est unitaire, donc K fois GS. Donc la fonction de transfert en boucle fermée de ce système égale à K fois GS divisé par 1 plus KGS. L'équation caractéristique de ce système en boucle fermée. L'équation caractéristique, tout simplement, c'est le dénominateur égale à 0. Le dénominateur, c'est 1 plus KGS égale à 0. C'est quoi la définition de lieu des racines? Le lieu des racines sont l'ensemble des valeurs de S. S, c'est la variable de la place. Vérifions l'équation caractéristique, cette équation caractéristique, lorsque le K, la constante K, varie de 0 à plus l'infini. En fait, si on détermine les racines de l'équation caractéristique, puisque l'équation caractéristique, c'est le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée, donc dans ce cas, on a déterminé les pôles du système en boucle fermée. Ici, on détermine les pôles du système en boucle fermée. Dans ce cas, on peut dire que ce système, est-ce qu'il est stable ou non. Maintenant, on va commencer les étapes qui permettent de tracer la courbe du lieu de racine. La première étape, on va déterminer les racines lorsque le K égale à 0 et lorsque le K égale à plus l'infini. Nous avons l'équation caractéristique du système, c'est 1 plus K, GS égale à 0. GS, c'est une fonction de transfert. Donc, je peux l'écrire sous cette forme GS égale à NS divisé par DS. Donc, cette équation caractéristique, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire sous cette forme 1 plus K, N divisé par DS égale à 0. Cette équation qui est là, je peux l'écrire de deux façons. Si par exemple, je vais multiplier ici et ici par DS, je vais trouver l'équation N, qui est l'équation 1, qui est ds plus KNS égale à 0. Si je vais multiplier cette partie par 1 divisé par K et 0 par 1 divisé par K. Donc, nous avons 0 fois 1 divisé par K égale à 0. Et ici, je vais trouver 1 divisé par K plus 1 divisé par K fois K, je vais simplifier par K, je vais avoir NS divisé par DS égale à 0. Donc, si K égale à 0, donc d'après l'équation 1, on va remplacer ici K par 0, on va voir le DS égale à 0. D'où les racines de l'équation caractéristique sont les pôles de la fonction de transfert GS. Donc ici, puisque le ds, c'est le dénominateur de GS, donc ds égale à 0, c'est la solution de cette équation. Il donne les pôles de la fonction de transfert GS. Maintenant,
c'est k égale à plus l'infini. D'après l'équation 2, si on remplace ici k par plus l'infini, nous avons 1 divisé par plus l'infini, et il va donner 0. Donc, d'après cette équation, on va voir le ns divisé par ds égale à 0, d'où le ns égale à 0. Et on sait que le ns, c'est le numérateur de la fonction de transfert js. Donc, la solution de cette équation sont les zéros de js. D'où on peut conclure que les racines de l'équation caractéristique, ils sont les zéros de la fonction de transfert js. Pour notre exemple, nous avons le js égal à s plus 8 divisé par s multiplié par 20 divisé par s plus 2 fois s plus 3 multiplié par s plus 5. Donc, lorsque le k égale à 0. Dans ce cas, nous avons 4 racines de l'équation caractéristique. Et ces racines, d'après ce qu'on a dit ici, ces racines, ils sont les pôles de J de S. Les pôles de J de S, c'est le dénominateur égal à 0. Si le dénominateur égale à 0, on va voir soit S égale à 0, le premier racine, soit S plus 2 égale à 0, donc S égale à moins 2, soit S plus 3 égale à 0, ça veut dire S égale à moins 3, soit S plus 5 égale à 0, ça veut dire S égale à moins 5. Donc ici, nous avons 4 racines de l'équation caractéristique qui est ici. Si k égale à plus l'infini, donc d'après ce qu'on a dit ici, lorsque le k égale à plus l'infini, les racines de l'équation caractéristique sont les zéros de la fonction de transfert js. Donc ici, nous avons une seule racine qui est s plus 8 égale à 0. Donc nous avons les racines, c'est z1 égale à moins 8. Le repère de la courbe de lieu des racines, c'est l'axe désordonné, c'est l'imaginaire de la variable de la place S, et l'axe des abscisses, c'est le réel de la variable de la place S. Donc, la première étape, on va tracer les racines lorsque k égale à 0 et lorsque k égale à plus l'infini. On a dit que lorsque k égale à 0, les racines sont les pôles de la fonction de transfert js. Donc, les pôles de la fonction js, on va les tracer par un croix, un x, et les racines, lorsque k égale à plus l'infini, donc les racines, comme on a dit, sont les zéros de la fonction js. Donc les zéros de la fonction js, on va les tracer par un cercle comme on a fait ici. Donc je répète, lorsque les pôles, on va les représenter dans le repère du lieu de racine par un x, comme on a fait ici, et les zéros par un cercle. Juste une remarque, puisque nous avons trouvé 4 pôles et un zéro, donc on va voir dans cette courbe n, n c'est le nombre des pôles, moins m c'est le nombre des zéros, égale à 3. Donc on va voir dans cette courbe 3 branches infinies, et on va voir aussi 1 c'est le nombre des zéros, on va voir une seule branche qui est finie. Donc on va voir après qu'est-ce que ça veut dire une branche qui est infinie et qu'est-ce que ça veut dire une branche qui est finie. La deuxième étape, on va déterminer le lieu de racine appartenant à l'axe réel.
Comment on va déterminer le lieu de racine sur l'axe des réels? Tout simplement, sur l'axe des réels, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 intervalles séparés par les zéros et les pôles. Par exemple, si on prend le premier intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 8, qui est le zéro, on va prendre un point de cet intervalle, par exemple ici, et je vais compter le nombre des pôles et le nombre des zéros à droite de ce point. Par exemple, si je prends ce point, nous avons la somme, le nombre des pôles et des zéros. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre, il est impair. Donc, cet intervalle, moins l'infini à moins 8, c'est un intervalle qui appartient au lieu de racine. Donc, nous avons le premier intervalle de moins l'infini à moins 8. Maintenant, on va voir le deuxième intervalle de moins 8 à moins 5. Donc, si je prends un point ici, je vais compter le nombre des pôles et le nombre de zéros à droite de ce point. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, le nombre des pôles et des zéros, c'est un nombre pair. Donc, cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. L'autre intervalle qui est de moins 5 à moins 3, si je prends par exemple un point ici, je vais compter le nombre des pôles et le nombre des zéros à droite de ce point. Nous avons 1, 2, 3. Donc le nombre, il est impair. Donc cet intervalle de moins 5 à moins 3 appartient au lieu de racine. L'autre intervalle entre moins 3 et moins 2, donc ici, si je prends un point ici, je vais compter le nombre des pôles et le nombre des zéros à droite de ce point. J'ai 1, 2. Donc le nombre, il est pair. Donc cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. Maintenant, l'autre intervalle entre moins 2 et 0, si je prends par exemple un point ici, le nombre des pôles et des zéros à droite de ce point, nous avons un seul pôle. Donc le nombre, il est impair, pardon. Donc cet intervalle, il appartient au lieu de racine. L'intervalle de 0 à plus l'infini, nous avons ni pôle ni zéro. Donc le nombre des pôles et le nombre des zéros égale à 0. Donc 0, il est considéré comme un nombre pair. Donc l'intervalle de 0 à plus l'infini n'appartient pas au lieu de racine. Puisque nous avons dit que nous avons 4 branches dans la courbe du lieu de racine, c'est le nombre des pôles. Donc, chaque branche, je vais la dessiner par une couleur. La branche 1, je vais la dessiner par la couleur verte. La branche 2 par la couleur bleue. La branche 3 par la couleur orange. Et la branche 4 par la couleur rose. Donc, chaque branche, il va commencer lorsque le K égale à 0. Donc, par exemple ici, le branche qui est ici orange, il va commencer dans le pôle moins 5 lorsqu'on va augmenter le K. Ça veut dire K, il va être différent de 0. Lorsqu'on augmente K, cette branche, il va aller dans ce sens. Et de la même façon, lorsque on va augmenter le K, cette branche qui va commencer par 2 moins 3, il va aller dans ce sens. À certains moments, les deux branches, ils vont se rencontrer dans un point. De la même façon, pour ces deux branches, cette branche, lorsqu'on va augmenter le K,
il va aller dans ce sens. Et cette branche qui va commencer de 0, lorsqu'on va augmenter le K, il va dans ce sens. À certains moments, ces deux branches, ils vont se rencontrer dans un point. Donc, comment on va déterminer le K, la valeur de K et la valeur de S de ce point de rencontre, de ce point et de ce point. Donc, c'est l'objectif de l'étape suivante, l'étape 3. Pour déterminer les points de rencontre sur l'axe réel, il faut résoudre cette équation. La dérivée de K par rapport à S égale à 0. Nous avons l'équation caractéristique du système, c'est 1 plus K multiplié par ça égale à 0. Si on fait le développement de numérateur et de dénominateur, on va voir que cette équation caractéristique. Si on isole K, donc on va trouver le K égal à moins ça divisé par ça. Si on pose cette partie égale à US et cette partie égale à VS, dans ce cas, la dérivée de K par rapport à S égale à, c'est la dérivée du U multiplié par V moins U multiplié par la dérivée de V divisé par V à la 2. Si on fait le calcul, on va trouver que la dérivée de K par rapport à S égale à moins cette partie divisée par V à la 2. Donc, la dérivée de K par rapport à S égale à 0, il va donner, c'est le numérateur égale à 0. Si on fait la résolution de cette équation par un logiciel ou par un calculatrice TI, on va trouver 4 solutions de cette équation. La première solution S1, c'est moins 9,67. La deuxième solution, c'est moins 4,39. La troisième solution, c'est moins 2,52. Et la quatrième solution, c'est moins 0,75. Si on remplace chaque valeur trouvée de S dans cette expression qui est là, on va trouver les cas de tous les points de rencontre. Ça veut dire pour ce point de rencontre, son K correspond, c'est K1 qui est égal à 69. Pour ce point de rencontre, son K, K2, c'est 0,12. Pour ce point de rencontre, le K correspond à ce point, c'est moins 0,008. Et pour ce point de rencontre qui est moins 0,75, son K de rencontre, c'est K4 égale à 0,061. On va représenter les points de rencontre qu'on a trouvés dans le repère de lieu de racine. Donc, ici, nous avons le premier point, c'est S1 égale à moins 9,67. Donc, il se trouve ici, dans cet intervalle de moins l'infini à moins 8. Donc, ce point de rencontre, il est le rencontre des deux branches qui sont adjacentes. Les deux branches qui sont adjacentes, c'est l'orange et le vert. Donc, ce point est l'arrivée de deux branches. Le branche, comme on a dit, c'est le branche orange et le branche vert. Le branche orange, puisqu'il est le plus proche au 0 ici, il va aller dans au 0, le point final. Et l'autre branche qui est vert, il va aller vers l'infini. Le deuxième point de rencontre qu'on a trouvé, c'est S2 qui est égal à moins 4,39. Donc, il est entre moins 5 et moins 3. Donc, c'est la rencontre ou l'arrivée de deux branches sur l'axe réel. Les deux branches qui sont orange et
orange et le vert. Le troisième point de rencontre, c'est S3 égale à moins 2,52. Ce point, il se trouve dans l'intervalle moins 3, moins 2. Et dans cet intervalle, nous n'avons pas de lieu de racine. Donc, on va éliminer ce point. Le dernier point, c'est S4. S4 égale à moins 0,75. Donc, il se trouve dans l'intervalle moins 2, 0. Donc, c'est le point de rencontre entre la branche qui est bleue et la branche qui est rose. Donc, c'est ce point qui est S4. Ici, on va noter les valeurs de cas de tous les points de rencontre parce que nous avons les besoins dans la discussion de la courbe qu'on va trouver à la fin. La quatrième étape, il faut déterminer les asymptotes de la courbe de lieu de racine. Autrement dit, si k tend vers l'infini, quelle est l'asymptote de chaque branche de la courbe de lieu de racine. D'abord, il faut calculer les angles des asymptotes avec l'axe réel. Donc, la formule pour calculer l'angle des asymptotes avec l'axe réel, nous avons ici le phi égale à plus ou moins 2 alpha plus 1 fois p divisé par n moins m. On a dit que le n, c'est le nombre d'épaules de la fonction de transfert g, et le m, c'est le nombre des zéros de la fonction de transfert g. Alpha égale à 0, 1, 2, jusqu'à n moins m moins 1 divisé par 2. Puisque nous avons n égale à 4, m égale à 1, donc nous avons 4 moins 1, c'est 3, moins 1 égale à 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc nous avons le alpha soit égal à 0, soit égal à 1. Donc, dans ce cas, si nous avons alpha égal à 0, donc si on remplace ici alpha par 0, n par 4, m par 0, on va trouver que le alpha égale à plus ou moins p divisé par 3, qui est en degrés, plus ou moins 60 degrés. Si alpha égale à 1, si on remplace ici alpha par 1, on va trouver 2 fois 1 plus 1, c'est 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Donc, le phi, l'angle des asymptotes avec l'axe réel, égale à plus ou moins P, qui est en degrés, plus ou moins 180 degrés. Ça, d'une part. D'autre part, il faut déterminer le point ou les points d'intersection des asymptotes sur l'axe réel. Pour déterminer ce point ou ces points, donc on va utiliser cette relation. Le point d'intersection des asymptotes qui est xp égale à la somme des pôles moins la somme des zéros divisé par n moins m. Donc nous avons 4 pôles qui sont 0, moins 2, moins 3, moins 4. Nous avons 4 pôles, moins nous avons un seul 0 qui est moins 8 divisé par 4 moins 3. Donc, le XP, le point de rencontre ou le point d'intersection des asymptotes, égale à moins 8, moins 2 divisé par 3. Donc, on va voir comment tracer ces asymptotes. Donc, ici, nous avons 4 branches et 4 asymptotes. Une branche, il va suivre une asymptote qui va former un angle 60 degrés par rapport à l'axe réel. La deuxième branche, il va suivre l'asymptote qui va former un angle moins 60 degrés par rapport à l'axe réel. La
la troisième branche, il va suivre euh, l'asymptote qui va former euh, un angle 180 degrés par rapport à l'axe réel. Et la dernière branche, il va suivre l'asymptote qui forme un angle moins 190 par rapport à l'axe réel. Donc ici, nous avons quatre asymptotes. Deux asymptotes, ils sont inclinés, qui forment des angles plus ou moins 60 degrés, et deux asymptotes qui sont horizontales, qui forment un angle plus ou moins 180 degrés. Donc, le point de rencontre qu'on a trouvé qui est xp égale à moins 2 divisé par 3, c'est le point de rencontre des asymptotes qui sont inclinés. Donc, ces asymptotes, c'est les asymptotes qui forment plus ou moins 60 degrés par rapport à l'axe réel. Donc, le point de rencontre qui est ici et ces asymptotes qui sont là. Donc, nous avons cette asymptote qui va former 60 degrés et l'autre asymptote qui va former un angle qui est égal à moins 60 degrés. Ça, d'une part. D'autre part, les branches, ils vont quitter l'axe des réels euh, selon une tangente qui est verticale. Donc ici, cette branche qui est là, qu'on a le branche qui est rose, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Cette branche qui est bleue, lui aussi, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Cette branche, lui aussi, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Et cette branche qui est là, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Et les branches, ils vont aussi rejoindre l'axe des réels selon des tangentes qui sont verticales. Par exemple, ici, cette branche-là, il va rejoindre l'axe des réels. Donc, il va le rejoindre selon une tangente qui est verticale. Et cette branche qui est ici, il va rejoindre l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Donc, comme on a dit, la branche rose qu'on a dessinée ici, donc lorsque k égale à 0, le point de départ c'est S égale à 0. Lorsque k augmente, donc il va aller dans ce sens jusqu'à le point de rencontre. Le point de rencontre, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale et après il va rejoindre l'asymptote qui forme un angle 60 degrés par rapport à l'axe réel. De la même façon, la branche bleue, le point de départ c'est S égale à moins 2. Lorsque K augmente, donc il va aller dans ce sens jusqu'à le point de rencontre. Le point de rencontre, il va quitter l'axe des réels selon une tangente qui est verticale. Et après, il va suivre l'asymptote qui forme un angle moins 60 degrés par rapport à l'axe réel. Pour les deux branches qui sont orange et vert, puisque l'asymptote de ces deux branches, ils vont former un angle plus ou moins P par rapport à l'axe réel. Donc ces deux branches, ils sont horizontales. Puisqu'ils sont horizontales, donc c'est tout simplement l'axe des réels, l'axe des abscisses. Donc
Donc la branche orange, il va quitter l'axe des réels ou l'axe des abscisses dans le point de rencontre selon une tangente qui est verticale. Donc il va suivre cette tangente et il va rejoindre l'axe des réels dans ce point selon une tangente qui est verticale. Donc il va former comme une rond circulaire. Et après, il va rejoindre le zéro, le point d'arrivée qui est k égale à plus l'infini. De la même façon, la branche vert, il va quitter l'axe des réels selon une tangente verticale et il va rejoindre l'asymptote qui est égale à moins P. Donc, il va former une rond circulaire et il va rejoindre ce point, l'axe des réels dans ce point. Et après, lorsque K augmente, il va tendre ici vers moins l'infini. Pour compléter toutes les informations nécessaires pour cette courbe du lieu de racine, il faut déterminer l'intersection entre la courbe du lieu de racine avec l'axe des ordonnées, l'axe des imaginaires de S. Donc ici, nous avons deux points d'intersection. Ce point qui est S5 et le point qui est S6, on va déterminer le S5 et le K5 correspondant et on va déterminer ce point d'intersection S6 et la valeur de K6 correspond à ce point. Donc, la cinquième étape et la dernière étape, c'est de déterminer le point d'intersection avec l'axe imaginaire. Pour le faire, on va remplacer le S par J oméga, puisque le S il se trouve sur l'axe imaginaire. Donc, il est imaginaire pur. Donc, on va remplacer S par J oméga. Et on sait que l'équation caractéristique dans notre exemple, il s'écrit sous cette forme 1 plus K fois ça égale à 0. Si on fait la multiplication de deux côtés par ce dénominateur, on va trouver que l'équation caractéristique, il peut s'écrire aussi sous cette forme. Donc, si on remplace S par J oméga dans cette expression, on va voir cette expression qui est là. Après le développement de cette expression, on va trouver que ce terme, il contient deux parties. Une partie qui est réelle, plus G fois la partie qui est imaginaire égale à 0. Puisque ici, nous avons un nombre complexe qui est égal à 0. Donc, la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc ici, nous avons un système d'équations de deux inconnus qui sont oméga et k. Donc on peut résoudre ce système des équations. Donc ici, dans la première équation qui est là, donc puisque oméga il est différent de 0, donc nous avons ça égale à 0. Si on fait la simplification, on va trouver que oméga à la 2 égale à 2k plus 3. Si on remplace oméga à la 2 dans cette expression, on va trouver une équation d'un seul inconnu qui est k. Donc, on va trouver une équation de deuxième degré et l'inconnu c'est k. Donc, si on fait la résolution de cette équation, on va trouver deux solutions. Une solution qui est K', qui est égale à 0,74 et la deuxième solution de K' égale à moins 18. Puisque nous avons K, il est positif, K, il varie entre 0 et plus l'infini. Donc, on va éliminer la deuxième solution qui est négative. Et la première solution, il va nous donner 2 oméga. Oméga 1 et oméga 2. Donc, oméga 1 égale à 2,11 et oméga 2, il va nous donner moins 2,11.
Nous, on cherche K6 et K5. Donc, nous avons le K6 égale à le K5 égale à 0,74 et le S5 égale à G fois oméga 1 et le S6 égale à G fois oméga 2. Donc, le point d'intersection de la courbe du lieu de racine avec l'axe imaginaire, ces deux points, ils ont même valeur de K qui est égale à 0,74. Maintenant, on va discuter le résultat qu'on a trouvé ici. C'est K appartient à l'intervalle 0,0618. Donc, le 0,0618, c'est le cas de point de rencontre entre la branche bleue et la branche rose. Dans ce cas, si le cas appartient à cet intervalle, nous avons le pôle ou le racine bleue, il est réel, puisqu'il se trouve sur l'axe des réels. Donc, puisque nous avons le cas, il est entre 0 et cette valeur. Donc, le cas, le racine bleu, il se trouve dans cet intervalle. Donc, il est réel et négatif. De la même façon, le racine ou le pôle de la fonction transfert en boucle fermée, il est aussi pour la branche rose, il est réel et il est négatif. Pour, euh, pour la branche orange, puisque nous avons le cas, le point de rencontre, c'est égal à 0,12 qui est supérieur à 0,06. Donc, sur cet intervalle, le racine, le racine orange, il est réel, puisqu'il n'a pas encore arrivé au point de rencontre. Et le racine de la branche verte, il est aussi réel, parce que dans cet intervalle, on n'a pas encore arrivé au point de rencontre. Donc, comme on a dit, sur cet intervalle, nous avons quatre racines réelles négatives. Donc, pour notre système en boucle fermée, nous avons quatre pôles réels négatifs. Donc, puisque le système a quatre pôles réels négatifs, donc le système, je peux dire que le système il est stable et c'est amorti. Donc, ça veut dire, c'est amorti, ça veut dire le système il est apériodique. Nous n'avons pas de dépassement qu'on va voir dans la simulation. Sur l'intervalle 0.0618, 0.7435. Sur cet intervalle, nous avons la branche rose, elle est dans cette partie. Donc, je peux dire que le racine rose, il est de partie réelle, négative, mais il contient la partie imaginaire. Donc, c'est un nombre qui est complexe. Pour la branche bleue, c'est de la même façon. Nous avons sur cet intervalle, nous avons cette partie. Donc, je peux dire que ce racine, il est de partie réelle, il est négatif, mais il est négatif. Il contient une partie imaginaire. Donc, c'est un nombre qui est complexe. Pour les autres racines, donc, ce que nous intéresse pour ces deux racines, ils sont de parties réelles négatives. Pour les deux, pour l'orange et pour le vert. Donc, ici, comme on a dit, nous avons quatre racines de parties réelles négatives, dont au moins deux contient la partie imaginaire. Donc, puisque nous avons quatre racines de parties réelles négatives, donc pour le système en boucle fermée,
ces quatre racines, ce sont des pôles. Donc, nous avons quatre pôles de parties réelles négatives, puisque nous avons au moins deux pôles qui contiennent la partie imaginaire. Donc, le système, il est stable. Il est stable parce que tous les pôles ont la partie de partie réelle et les négatifs. Et puisque nous avons deux pôles qui contiennent au moins deux pôles qui contiennent la partie imaginaire, donc ce système il est sous-amorti. Ça veut dire il est pseudo-périodique. Donc dans ce cas, pour toutes ces valeurs de cas, on va voir un dépassement dans notre système en boucle fermée. Pour les valeurs de K qui sont supérieures à 0.7435. Donc, si nous avons le K, il est supérieur à cette valeur, on va, pour les racines roses, donc on va voir cette partie. Et pour les racines bleues, on va voir cette partie. Donc, dans cette partie, nous avons les racines ont une partie réelle qui est positive, puisque nous avons des racines qui ont une partie réelle positive. Donc, pour notre système en boucle fermée, les racines sont les pôles. Donc, nous avons des pôles qui ont une partie réelle qui est positive. Dans ce cas, le système il est instable. Pour la valeur de K égale à 0,7435. Dans ce cas, nous avons le système, il est dans la limite de stabilité. Donc, on va voir un système qui est périodique, qui va osciller jusqu'à l'infini. Maintenant, on va faire la simulation par le logiciel Simulink de MATLAB pour les différentes cas trouvés. Donc ici, nous avons notre système. Je peux le schématiser soit de cette façon, soit de cette façon. Cette façon, seulement, j'ai séparé les blocs, puisque nous avons des multiplications de blocs. Donc ici, j'ai séparé les blocs. Et ici, j'ai écrit le résultat de produit de toutes les blocs qui sont ici. Donc, si on fait le produit de ça, fois ça, fois ça, fois ça, on va trouver ça. Donc, nous, on va varier la valeur de K, le valeur de K qui est ici, de 0 à plus l'infini. Donc, notre système, il est en boucle fermée. Ici, nous avons l'entrée, nous avons choisi comme entrée, c'est l'échelon unité. La valeur finale de l'échelon unitaire, c'est égal à 1. Et ici, c'est le scope. On va voir à travers ce scope, on va voir la sortie de notre système. Donc, nous avons 4 cas possibles. Soit de K, il appartient à cet intervalle. Soit K, il appartient à cet intervalle. Soit K appartient à cet intervalle, soit K égale à cette valeur. Donc, on va d'abord faire le premier cas, ça veut dire le cas, il appartient à l'intervalle 0.0618. Donc, on va choisir une valeur au hasard dans cet intervalle. Par exemple, je vais prendre le cas égal à 0,05 par exemple, et on va faire la simulation. Pour faire la simulation, tout simplement, je vais cliquer sur ce bouton Run qui est là. Je vais cliquer ici. Donc, dans cet intervalle, on a dit que notre système, il est stable. Il est stable et apériodique. Ça veut dire nous n'avons pas de dépassement. Donc voilà, notre système il est stable, il va se stabiliser à la valeur 1 et apériodique, ça veut dire nous n'avons pas de dépassement. Donc toutes les valeurs qui se trouvent dans cet intervalle, nous avons notre système il est stable
est apériodique. Ça veut dire que nous n'avons pas de dépassement. Par exemple, si je vais prendre une autre valeur de K, par exemple 0,04 par exemple, je vais refaire la simulation. Je vais cliquer sur ce bouton-là qui est ici. Donc, le système, il est toujours stable, mais il est apériodique. Maintenant, on va prendre une autre valeur dans cet intervalle. Donc, ici, nous avons, dans cet intervalle, on a dit que notre système, il est stable, il contient 4 pôles qui sont de parties réelles négatives. Et la caractéristique de ce cas, que le système il est stable et iso-amorti. Ça veut dire qu'il est pseudo-périodique. Donc, on va voir un dépassement dans ce cas. Donc, par exemple, je vais prendre le cas égal à 0,2. 0,2. Je vais faire la simulation. Et on va voir les résultats. Donc, nous avons ici, on regarde bien que nous avons ici un dépassement. Et toujours le système il est stable. Il va se stabiliser dans la valeur 1. Pour le troisième cas, si nous avons le cas, il est supérieur à cette valeur. Dans ce cas, nous avons le système, il devient instable. Ça veut dire instable que la sortie, il ne cesse pas à augmenter. Si par exemple, je vais prendre le cas égal à 0,75, 0,75, il est supérieur à cette valeur. Donc ici, je vais refaire la simulation pour cette valeur. Donc on va voir le résultat. Donc ici, on va voir. Nous avons ici la sortie. La sortie, toujours, il augmente. Donc ici, comme on voit ici, la sortie ne cesse pas à augmenter. Si par exemple, je prends une autre valeur de K qui est dans la partie instable. Si je prends le K égal à 0,8 par exemple, ou 0,9. Donc, on va faire la simulation. Donc, on va voir la sortie. On voit bien que la sortie, toujours, il augmente. Donc, le système, il est instable pour cet intervalle. Pour cet intervalle qui est là. Donc, il nous reste seulement le dernier cas. Si nous avons le cas égal à 0,7435, dans ce cas, le système, il est dans la limite de stabilité. Ça veut dire que la sortie, il est périodique. Donc, dans ce cas, on va prendre le cas égal à 0,7435. On va faire la simulation. Et on va voir la sortie. Donc, nous avons la sortie ici. Il est périodique. Donc, il oscille autour du point 1. Donc, ici, nous avons la sortie, il oscille jusqu'à l'infini.